Un petit ami abat sa compagne. Ensuite, il est allé encore plus loin et l'a écrasé plusieurs fois avec sa voiture. Puis il s'est enfui en Alabama. Les procureurs fédéraux préparent un dossier contre lui. Nous examinons les raisons qui ont poussé cet homme à tuer sa petite amie avec qui il venait de commencer une relation. Bienvenue sur Law & Crime, je suis Elizabeth Milner. Les adjoints du shérif en Floride rapportent que cet homme a tiré plus de 15 fois sur sa petite amie. Nous avons obtenu les documents du tribunal fédéral accusant cet homme de 30 ans de cyberharcèlement, violence domestique inter-État, meurtre avec arme à feu et d'autres chefs. Les débuts d'une relation sont censés être amusants. On découvre quelqu'un, on passe du temps ensemble. On ignore comment Michael Tucker et Charles Carson Dowdy se sont rencontrés. Star Michael a obtenu son diplôme d'infirmière à l'université Florida A&M. Elle a servi dans l'armée de l'air, puis cette Californienne travaillait à Pensacola en élevant son jeune fils. Raya, la sœur de Star Michael, avait dit à WEAR News en Floride que sa sœur était la lumière dans l'obscurité de chacun. Raya a affirmé aux médias n'avoir rien remarqué d'inquiétant durant les mois où sa sœur voyait Charles. Au début, elle le trouvait doux et innocent. Ensemble, ils paraissaient heureux. Environ 3 à 4 mois après le début de la relation, quelque chose aurait changé chez Charles. Début janvier, le bureau du shérif du comté d'Escambia a ouvert une enquête pour homicide. Une femme a été retrouvée avec plusieurs blessures par balle dans un complexe d'appartements local. La femme a été identifiée comme étant Star Michael. Le shérif a déclaré à l'époque qu'au moins 15 coups de feu avaient été tirés sur elle, dont environ 7 l'avaient atteinte. Comme si cela n'était pas déjà assez horrible, les adjoints du shérif disent bon que son meurtrier lui a roulé dessus avec son propre Jeep, puis a reculé sur elle avant de finalement prendre la fuite. Transportée à l'hôpital, elle est décédée de ses blessures. Le shérif Chip Simmons a déclaré aux journalistes locaux au moment du meurtre « Quoi qu'il ait déclenché cela, évidemment, ce n'est pas justifié, cette utilisation de la violence. Mais utiliser un tel niveau de violence, un tel degré de brutalité, c'est injustifié. » La Jeep Cherokee ayant servi à écraser Star Michael a été retrouvée en Alabama. Et savez-vous qui la conduisait? Personne d'autre que le petit ami de Star Michael, Charles. Il a été signalé que sur place, les adjoints ont appris que Charles avait contacté le père de l'enfant de Star Michael. Charles aurait dit que Star Michael était morte et qu'il ne voulait pas en parler, mais il aurait aussi contacté quelqu'un d'autre. Selon WEAR, un homme a appelé le 911 peu de temps après en disant qu'il savait où se trouvait Charles. L'homme a dit aux opérateurs qu'il avait entendu parler de la fusillade et qu'il avait reconnu le complexe d'appartements parce qu'il avait déjà travaillé avec Charles et qu'il le déposait souvent dans ce même complexe d'appartements. Le collègue ayant appelé le 911 aurait demandé à Charles s'il allait bien, ce à quoi il aurait répondu non. Charles aurait dit à l'homme avoir tiré sur Star Michael environ 16 fois. Charles aurait dit qu'avec Star Michael, tout allait bien. Puis quelque chose l'a mis dans une rage folle et il lui a tiré dessus à plusieurs reprises. D'après le rapport, Charles a dit à l'homme qu'il était sous le pont vers Mobile, Alabama. Les adjoints auraient tenté de persuader le collègue de rappeler Charles pour écouter la conversation et recueillir plus d'informations. Charles a répondu qu'il attendait quelqu'un pour vérifier le pneu crevé de la voiture. Le collègue a affirmé avoir encouragé Charles à se rendre, mais celui-ci aurait dit avoir peur. Les adjoints s'en sont servis pour le localiser. Il a été arrêté peu après par la police de Spanish Fort. Selon la police, Charles aurait une arme à feu dans la console centrale de la Jeep et aurait seulement dit « Ma vie est finie ». Lorsqu'il a été extradé en Floride, il a été inculpé de meurtre au second degré et un juge lui a refusé la liberté sous caution. C'était plus tôt cette année. Cette semaine seulement, les procureurs fédéraux ont annoncé que Charles avait été inculpé par un grand jury fédéral. Selon l'acte d'accusation pour le chef numéro 1, Charles Carson Dowdy a, avec l'intention de tuer, blesser, harceler, intimider et surveiller Star Michael L. Tucker, utilisé une communication et un système électronique du commerce interétatique, notamment un téléphone cellulaire et des fils interétatiques, et Internet pour s'engager dans une conduite qui a causé, tenté de causer et serait raisonnablement considérée comme causant une détresse émotionnelle importante à cette personne. Et au cours de cette conduite a causé la mort de cette personne. Pour le second chef, Charles est accusé d'avoir voyagé entre États pour tuer, blesser, harceler ou intimider un partenaire intime ou de rencontre. Et au cours de ce voyage et en conséquence de cette présence, a commis un crime violent contre le partenaire intime et le partenaire de rencontre, à savoir le meurtre de Star Michael L. Tucker.
Au titre du troisième chef d'accusation, Charles est accusé d'avoir sciemment porté une arme de poing pendant et en relation avec un crime violent pour lequel il peut être poursuivi devant un tribunal des États-Unis, à savoir la violence domestique interétatique telle qu'elle est mentionnée dans le deuxième chef d'accusation de l'acte d'accusation. Au titre du quatrième chef d'accusation, Charles aurait sciemment déchargé, utilisé et porté une arme à feu, c'est-à-dire un pistolet, pendant et en relation avec un crime violent. Enfin, pour le cinquième chef d'accusation, Charles est accusé d'avoir su qu'il avait déjà été condamné à plus d'1 an de prison et d'avoir sciemment possédé une arme à feu et des munitions dans le commerce interétatique et international. Cette accusation découle du fait que, selon l'acte d'accusation, en août 2024, Charles a été condamné au Texas pour méfaits criminels et aurait ensuite possédé un pistolet et des munitions de 9 mm. Si Charles est reconnu coupable des accusations fédérales, il risque la prison à vie. Il n'a pas encore plaidé. Il comparaîtra plus tard cette semaine. Je retrouve l'avocate pénaliste Safa Robinson-Ferrer pour une analyse approfondie. Safa, êtes-vous surprise que ces accusations fédérales soient arrivées 7 mois après l'arrestation de Charles Carson Dowdy? Je suis surprise, dans une certaine mesure, que cela ait pris autant de temps. Cependant, je pense que l'unicité de cette affaire et surtout le fait que la victime était membre des forces armées des États-Unis a poussé le gouvernement fédéral à examiner cette affaire. Je sais qu'il travaille actuellement sur une initiative. C'est le projet Reprendre l'Amérique et ils cherchent à engager des poursuites dans le cadre de cette initiative particulière. Donc, je pense qu'il leur a fallu un certain temps pour vraiment examiner et se plonger dans cette affaire. Mais je pense qu'en raison de la nature de l'affaire, de l'élément interétatique et parce que la victime dans cette affaire, Mademoiselle Tucker, était membre des forces armées des États-Unis, le gouvernement fédéral a jugé approprié de prendre la juridiction et de poursuivre M. Dougherty. C'est intéressant comment vous analysez cela, car au début, je pensais que c'était juste parce qu'il avait franchi les frontières d'État en voiture et que c'est pour ça qu'il faisait face à des accusations fédérales. Mais votre explication a beaucoup plus de sens que ce que je pensais au départ. Et quand on regarde l'ensemble de cette infraction, c'est tout simplement horrible. Selon les rapports, ces deux personnes ne sortaient ensemble que depuis quelques mois. Et nous ne connaissons pas tous les détails de ce qui a mené à la fusillade. Mais vous savez, évidemment, cela n'a pas d'importance parce que Star Michael a été touché par balle plus d'une douzaine de fois ou a essuyé plus d'une douzaine de tirs, dont environ 7 l'ont atteinte. Et on a l'impression que cela dépasse même la rage, surtout avec Charles qui l'aurait aussi renversé plusieurs fois. Et c'est vraiment sinistre et troublant. Mais quelle est ta réaction face à l'ensemble de l'incident qui s'est produit? C'est absolument sinistre et je déteste utiliser ce terme, mais c'est complètement excessif. Tu sais, ce n'est pas juste un cas où, tu sais, il y a un incident domestique ou une dispute entre deux personnes. L'une d'elles est abattue et tuée. C'est une personne qui a tiré sur cette femme ou qui aurait tiré sur cette femme, comme tu l'as dit, plus d'une douzaine de fois. Et non seulement ça, mais il lui a aussi roulé dessus avec un véhicule. Tu sais, à quel moment est-ce que ça suffit? Quand la rage s'installe dans une telle affaire et situation. Donc, cette affaire est complètement horrible, complètement sinistre. Je pense qu'il est approprié de poursuivre cette affaire au niveau fédéral et de l'État. Monsieur Dowdy risque la prison à vie s'il est reconnu coupable. Et c'est bien mérité. Je crois même qu'au moment de son arrestation, il aurait dit quelque chose comme « Vous savez, ma vie est finie ». Et c'est peut-être le cas. Et normalement, quand on voit ce genre d'affaires, c'est entre un couple qui sort ensemble depuis un certain temps. Cela n'excuse rien du tout, mais plus longtemps que Star Michael et Charles n'ont été ensemble. Mais pourquoi penses-tu qu'il aurait perdu son sang-froid aussi vite et de façon aussi agressive avec elle? Il semble qu'il y ait eu plus d'éléments menant à ce moment. Il n'aurait pas juste sorti une arme, tiré 15 ou 16 fois, puis renversé sa voiture sur elle. On dirait simplement qu'il se passait peut-être plus de choses en coulisses. Absolument. Et je suppose, encore une fois, je ne fais que spéculer à ce stade que Mademoiselle Tucker l'a probablement rejeté d'une certaine manière. Le rejet, au final, et je le répète, il ne s'agit que de suppositions, l'aurait poussé à perdre le contrôle, à être si bouleversé et en colère qu'il a décidé de la traquer, de la retrouver, la tuer et lui passer dessus avec un véhicule. Encore une fois, à cause de ce rejet, et oui, je ne fais que spéculer. Non seulement cela, mais je pense que très souvent, quand on examine des affaires comme celle-ci, il faut aussi se demander d'où vient cette rage parce qu'elle est tellement inhabituelle. En examinant ce type d'affaires, on voit souvent que cela prend racine dans l'enfance. Peut-être qu'il a été rejeté de certaines façons tout au long de son enfance.
Enfin, ces expériences se poursuivent à l'âge adulte, si bien qu'il a jugé justifié d'employer la violence contre quiconque aurait pu le rejeter. C'est une possibilité. Voilà mon avis sur cette affaire. Et il semble aussi qu'il y ait eu des spéculations sur les réseaux sociaux, disant que cela s'est peut-être produit parce que Star Michel essayait de rompre avec lui, quelque chose dans ce genre. Rien n'a encore été vérifié par les procureurs. Mais il s'agit simplement de spéculations, pour rebondir sur ce que tu disais, Safa, que j'ai vu circuler en ligne. Es-tu surprise par les actions de l'accusé après les faits? La plupart des gens essaient de rester discrets s'ils sont accusés d'un meurtre ou de quelque chose comme ça. Mais selon les rapports, Charles a appelé le père de l'enfant de Star Michael et son collègue. Il aurait volé sa Jeep et la seule raison pour laquelle il a été attrapé, c'est parce qu'il a eu un pneu crevé avec sa Jeep. Mais penses-tu que les choses se seraient passées différemment s'il était simplement resté sur les lieux et avait peut-être appelé le 911? Tu sais, je pense que c'est une question assez subjective, dans la mesure où le fait qu'il ait appelé le père de son enfant est absolument bizarre. C'est pourquoi quelqu'un ferait ça, surtout si tu viens de commettre un meurtre. Je peux comprendre que quelqu'un s'enfuit parce qu'il ne veut pas être poursuivi pour ce qu'il vient de faire. Nous avons aussi ses aveux ou commentaires disant ma vie est finie. Donc, toutes ces choses nous font réfléchir et vraiment nous demander qu'est-ce qui se passe réellement dans l'esprit de cette personne pour qu'il commette autant d'actes présumés étranges. Vous savez, et souvent, et je n'aime pas utiliser ça comme excuse, mais quand nous avons des personnes qui ont reçu un diagnostic de santé mentale ou qui ont subi d'autres traumatismes non traités pendant un certain temps, nous voyons ce genre de comportement. Pas à ce point, mais nous constatons ce type de comportement. Et non seulement cela, mais malheureusement, nous avons certaines personnes qui pensent, si je ne peux pas t'avoir, personne d'autre ne t'aura. Et je pense que c'est l'un de ces cas. Et une autre question qui me vient à l'esprit est comment l'arme s'est-elle retrouvée là? Et pensez-vous que, même s'il a été inculpé de meurtre au second degré au niveau de l'État, cette affaire pourrait également correspondre aux critères du meurtre au premier degré? Nous ne savons pas si c'était prémédité, mais pensez-vous qu'il y ait un argument pour un meurtre au premier degré ici, surtout s'il voyageait prétendument avec une arme? Il y a clairement un argument pour un meurtre au premier degré, et pour moi, c'en est un. Un meurtre prémédité au premier degré, où les faits ici correspondraient à ce type d'accusation. Nous avons des preuves de harcèlement en ligne. Et encore une fois, quand je parle de preuves, il y a au moins une base de cause probable de croire que cette personne a commis ces actes. La loi exigerait que les actes respectent un cadre ou un article précis. Donc, il a voyagé à travers les frontières des États avec cette arme à feu. Il a traversé les frontières des États dans le but de traquer, de nuire, de harceler ou finalement de tuer mademoiselle Tucker, ce dont il est accusé ici. Je pense que la préméditation, la planification et d'autres actes manifestes démontrent qu'il s'agit ou serait qualifié de meurtre au premier degré selon la loi de l'État. En tant qu'avocate de la défense pénale, quelle défense l'accusé pourrait-il invoquer ici, malgré les facteurs aggravants comme la fuite en Jeep, ses propos sur sa vie et les appels passés après la fusillade? Mais si vous étiez son avocate, quel type de défense auriez-vous dans votre arsenal? C'est certainement une affaire difficile à défendre. L'une des premières défenses que nous examinons, c'est, vous savez, la défense du ce n'est pas moi. Je ne pense pas que cela soit applicable ici à cause de certaines choses qu'il a faites par la suite, qui pourraient montrer une conscience de culpabilité. Alors, est-ce qu'un jury croirait finalement qu'il n'a rien à voir avec le meurtre de cette femme? Probablement pas. Ensuite, nous examinerons ce qui peut motiver un tel comportement. Vous savez, si nous allons au moins admettre que nous avons participé à cela, que s'est-il passé? Vous savez, est-ce que ma cliente était dans le bon état d'esprit? S'agit-il du bon état mental coupable? Était-ce de l'imprudence? Y a-t-il eu une quelconque provocation ou quelque chose de ce genre qui pourrait atténuer la gravité de ce à quoi nous pourrions faire face lors de la phase de détermination de la peine ici? Ou bien un diagnostic de santé mentale indique qu'il n'était pas compétent à ce moment-là ou inapte à être jugé. Et donc, nous contestons ces éléments. Et enfin, s'il existe des moyens de défense technique juridique où l'affaire pourrait finalement être abandonnée pour des raisons de délai raisonnable ou quelque chose de ce genre. Et je voudrais aussi préciser, vous savez, en ce qui concerne les affaires d'homicide, il n'y a pas de prescription pour les affaires d'homicide, mais les dispositions relatives au délai raisonnable s'appliqueront. Donc, s'il y a d'autres subtilités juridiques qui pourraient s'appliquer, nous les examinerions également.
Combien de fois a-t-on vu des affaires où les chefs d'accusation ont été requalifiés ou abandonnés pour des subtilités juridiques? Nous verrons ce qui va se passer. Dernière question, Safa. Si tu avais une boule de cristal, comment penses-tu que cette affaire va évoluer? Penses-tu qu'il y aura un accord de plaidoyer ou un procès? Qu'en dis-tu? Je pense que cela aboutira probablement à un accord de plaidoyer. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est qu'à ce stade, il fait l'objet de poursuites parallèles. Il est poursuivi au niveau de l'État et au niveau fédéral. Il risque à coup sûr la prison à vie. La question à ce stade est de savoir si les charges retenues contre lui seront passibles de la peine de mort ou si le gouvernement demandera la peine de mort. L'une des solutions qui pourrait être acceptée serait de plaider coupable aux accusations. Vous accepterez de passer le reste de votre vie en prison sans possibilité de libération conditionnelle ou de remise de peine et nous retirerons la peine de mort de la table. Souvent, c'est ainsi que ces affaires sont résolues lorsque nous avons des poursuites comme celle-ci et qu'elles sont d'une nature aussi flagrante. Nous allons suivre cette affaire pour voir son évolution. Merci encore, Safar Robinson Frère, pour votre temps et vos éclaircissements. Je vous suis très reconnaissante. Merci de m'avoir invité. Selon le bureau du procureur des États-Unis, Charles Carson Dowdy comparaîtra le 28 août. Les registres en ligne à la date de ce reportage indiquent qu'il est toujours détenu à la prison du comté d'Escambia, en Floride, sans possibilité de libération sous caution. Merci de nous avoir rejoints sur Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner.